Bonsoir, Razoul Flaoun, salam alaikum, marhaba bikoum. Conseil des ministres, augmentation des retraites de 5 à 10%. Et le titre de notre émission ce soir, nous allons donc y revenir sur la réunion du Conseil des ministres d'hier entre le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Premier ministre, et tous les autres ministres, bien sûr, en présence de Chengriha. Nous allons essayer de nous poser quelques questions ce soir avec nos invités par rapport donc au pouvoir d'achat, par rapport à la situation de ces retraités en Algérie, mais aussi par rapport à l'absence de quelques sujets d'actualité à l'ordre du jour. Et en l'occurrence, la question du MAC, de la proclamation donc, de la République fédérale de Kabylie, hier à Paris par Farhat Mehni. Même chose par rapport donc au démenti publié par le ministère de la Défense avant-hier, donc le MDN qui a publié un communiqué là où il démentit donc toute responsabilité de l'armée algérienne dans la création de mercenaires dans le Sahel, dans la région du Sahel. Voilà. Donc le Conseil de ministres, pourquoi il ne revient jamais à ce genre d'actualité qui, peut-on dire, occupe la scène politique et surtout sur les réseaux sociaux algériens. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir donc ce soir Mohamed Mzian Rahmoun, militant politique, défenseur des droits de l'homme. Mohamed Mzian, bonsoir. Marhaba bik. Bonsoir, cher Hussein. Bonsoir à votre invité. Bonsoir à tous qui nous suivent ce soir. Merci pour votre invitation. Merci, marhaba bik. Avec nous aussi Azwaou Chamrouk, militant politique. Azwaou, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir Hussein, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Bonsoir à toute l'équipe technique. Bonsoir à notre ami Mohamed Mzian. C'est toujours un plaisir de partager les émissions avec lui. Merci pour l'invitation, Hussein. Merci. Ya'takoum saha, marhaba bikoum. Nous allons commencer par ce... Ah, Mazel. Donc, il n'est pas prêt. Ma'lish. Mohamed Mzian. Bon, Mohamed Mzian, alors, cette réunion, enfin, certains ont qualifié la réunion d'hier d'urgence. Hein, et surtout, comme quand on voit les résultats ou les décisions, les résolutions qui visent beaucoup plus un peu ce qu'on appelle acheter la paix sociale en Algérie. Nous avons habitude, en tout cas, avec ce régime. Mais Mohamed Mzian, apparemment, la vidéo est prête. Nous allons commencer par ce petit extrait. Puis, on va décortiquer une situation assez particulière. Un conseil des ministres qui se réunit, mais qui, curieusement, évite les sujets les plus chauds du moment. Alors que se cache-t-il derrière ce silence? On va voir que parfois, ce qu'on ne dit pas est bien plus révélateur que les discours officiels. Voilà la question qui taraude tous les observateurs. Le pays est en pleine effervescence, il y a des tensions, des débats importants, et le gouvernement choisit de parler d'affaires courantes. C'est ce silence presque assourdissant qu'on va essayer de comprendre ensemble. Tout part donc de cette réunion. En apparence, rien de spécial. Mais c'est quand on met en parallèle ce qui était attendu et ce qui s'est vraiment passé que l'énigme se dessine. Il faut savoir que le Conseil ne s'était pas réuni depuis 2 semaines. On pouvait donc logiquement s'attendre à ce que pas mal de dossiers urgents se soient accumulés et soient enfin traités. Ce contexte est super important parce qu'il rend ce qui va suivre encore plus étrange. Et voilà, le grand écart. D'un côté, les attentes, des débats sur une campagne médiatique assez virulente contre l'armée ou encore sur des déclarations politiques qui ont fait beaucoup de bruit. Et de l'autre, la réalité de l'ordre du jour, les salaires, les allocations chômage, des sujets importants bien sûr, mais purement administratifs. C'est comme si on avait 2 mondes parallèles. Ce choix, évidemment, n'a rien d'anodin. Mais alors, de quoi parle-t-on exactement? Quels sont ces fameux dossiers si sensibles que le Conseil a préféré, disons, regarder ailleurs? Il y avait surtout 2 points qui focalisaient l'attention. D'abord, cette campagne de presse qui visait directement l'armée, une institution centrale. Et puis, une déclaration très controversée de l'homme politique Ferhat Mehni. On parle de sujets qui touchent à la sécurité, à la stabilité du pays, et pourtant, silence radio, pas un mot. Un silence pareil, ce n'est pas un simple oubli, c'est une stratégie. Pour les analystes, ça envoie un message très clair. Le véritable lieu du pouvoir, celui où se prennent les décisions qui comptent, n'est peut-être pas celui qu'on croit. Alors où sont prises ces fameuses décisions? Et c'est là que l'analyse devient passionnante. Si ce n'est pas le Conseil des ministres qui gère ces dossiers, qui s'en charge?
La réponse se trouve, semble-t-il, dans les coulisses du pouvoir. Voilà le cœur de l'argument. Les décisions les plus critiques, celles qui orientent vraiment la politique nationale, eh bien, elles ne seraient pas prises dans les institutions prévues par la Constitution, mais dans des cercles plus fermés et surtout beaucoup moins visibles. L'institution qui semble jouer ce rôle central, c'est le Haut Conseil de sécurité. Sur le papier, son rôle est consultatif. Il est là pour donner des avis, des recommandations, pas pour gouverner. Mais dans la pratique, il semblerait qu'il soit devenu le véritable centre névralgique du pouvoir. On assiste à une sorte de basculement des rôles. C'est assez frappant. Le Conseil des ministres, qui devrait être le moteur de l'exécutif, se retrouve à gérer les affaires courantes. Et pendant ce temps, le Haut Conseil de sécurité, simple organe de conseil, prend en charge les décisions politiques et sécuritaires les plus stratégiques. C'est un glissement de pouvoir lourd de conséquences. Forcément, un système où les décisions se prennent en marge des cadres officiels, ça n'est pas sans risque. Quelles sont les répercussions qu'on peut anticiper face à ce silence et à ce déplacement du pouvoir ? Le fait d'ignorer un problème ne le fait jamais disparaître. C'est même le contraire. En évitant le débat public, on laisse les tensions s'accumuler, un peu comme une cocotte minute. Ça peut sembler calme en surface, mais la pression monte. Les analystes anticipent un scénario presque écrit d'avance. D'abord, le silence du gouvernement va nourrir les rumeurs et les tensions. Ensuite, face à cette montée en pression, le Haut Conseil de sécurité va devoir intervenir. Et au final, c'est lui qui prendra les décisions fermes que le gouvernement n'a pas prises, ce qui, au passage, renforcera encore son rôle de véritable pilote. Mais au-delà de ce décryptage des rouages du pouvoir, la source nous propose une réflexion plus large, qui vient des voix de l'opposition. La question n'est plus seulement de savoir qui décide, mais sur quoi repose la véritable force d'une nation. Cette perspective, c'est un peu comme si on regardait un arbre. On peut se concentrer sur ses branches, ses institutions visibles. Mais la vraie solidité de l'arbre, elle vient de ses racines, invisibles. Et ces racines, ce sont les principes fondateurs de l'État. Et voilà l'idée centrale de cet argument. La vraie force d'un régime, ce n'est pas sa capacité à contrôler et à imposer sa volonté. C'est l'adhésion de sa population, sa légitimité. Cette légitimité populaire serait bien plus solide que n'importe quel monopole du pouvoir. Pour ses opposants, la conclusion est donc limpide. La seule voie possible pour une stabilité qui dure, c'est de retisser le lien de confiance entre l'État et les citoyens. Un lien qui doit être basé sur le droit, la justice et la légitimité. Et tout cela nous laisse avec cette question de fond, une question qui va bien au-delà du cas précis qu'on vient d'examiner. Qu'est-ce qui rend une nation vraiment résiliente ? Est-ce la concentration du pouvoir entre quelques mains ? Ou est-ce la confiance partagée entre un peuple et des institutions justes ? La réponse contient peut-être la clé de tout. Mohamed Mziane Rahmoul. Alors, sur cette réunion, réunion en urgence, je ne sais pas, mais bon, ça reste une question. Et une légère revalorisation donc des pensions de retraite, création de 2 nouvelles circonscriptions administratives et un plan de développement du commerce électronique. Mohamed Mziane. Merci pour la vidéo que vous avez passée. Toutefois, je n'ai pas entendu le son juste à la fin. Et là, j'ai un écho de mon son. Allez-y, Mohamed Mziane. Apparemment, c'est réglé. Hein. OK. Donc, premièrement, est-ce que je considère que les décisions de la Réunion concernant les augmentations qui sont plus ou moins faibles, quand même 5 et 10% par rapport déjà à ceux qui perçoivent 20 000 dinars, ça fait à peu près, si vous voulez, si c'est 10%, c'est 200 dinars. En fait, ça ne change pas grand-chose dans le vécu d'un Algérien, mais c'est sûr et certain que ça a été annoncé depuis longtemps. Et c'est toujours, certains disent que c'est des mesures d'apaisement. Je pense aussi parce qu'effectivement, ça crée un certain apaisement, mais ça questionne aussi sur toujours la politique adoptée par l'équipe de Majid Tebboune depuis son élection. Rappelons qu'à un moment donné, il parlait toujours d'avoir une économie forte comme priorité et une armée forte. L'armée forte, on l'a vu à travers les dépenses budgétaires, donc consacrées, allouées à l'armée, qui, bien évidemment, sur le plan objectif, cela se justifie, vu le contexte assez complexe que vit actuellement pratiquement les pays du Sahel et bien évidemment d'une manière globale. Toutefois, il faut toujours se poser la question,
sur l'efficacité, effectivement, de toute dépense publique. Parce que quand on affecte un certain budget, mais on n'achète pas en conséquence de l'armement assez sophistiqué ou assez moderne, et il faut se poser aussi des questions. Et il est tout à fait normal qu'on questionne toutes les dépenses. Maintenant, pour ce qui est de l'armée, d'une économie forte, les chiffres macroéconomiques donnent un aperçu positif. Ces 5 et 10% d'augmentation ne peuvent pas affecter vraiment beaucoup l'inflation, mais elle a toujours des répercussions indirectes. Cela veut dire que le pouvoir d'achat n'est pas quand même, ne permet pas de vivre quand même, donc c'est pour ça que ça justifie cette augmentation, mais aussi ça questionne toujours sur l'état réel de l'économie. En d'autres termes, quand on discute avec des Algériens, malgré qu'ils ont un salaire assez conséquent, ils ont même leurs femmes qui travaillent, ils vous parlent d'une vie chère. Et ceci, c'est la réalité du terrain, parce que les chiffres macroéconomiques, ils ont des critères pour les obtenir. Et bien évidemment, n'oublions pas, ils sont communiqués par la Banque centrale pour les institutions internationales. Et vu le doute qui a survolé, si vous voulez, qui entoure, pardon, vu le doute qui entoure les chiffres, que ce soit ceux de la Banque centrale et bien évidemment les chiffres déjà avancés par le Conseil national des statistiques, donc déjà des questions se posent sur la véracité des chiffres. Mais on va se tenir aux chiffres, on va dire tout simplement que c'est vrai, les chiffres macroéconomiques sont intéressants, sont vérifiés, sont vérifiables. Est-ce que le vécu des Algériens reflète ces chiffres? Je pense qu'il faut être prudent pour répondre parce que quand on parle avec les personnes qu'on connaît, etc., on suit les réseaux sociaux, comment que les gens font des critiques, on s'aperçoit que non. Réellement, il y a toujours des personnes qui n'arrivent pas à financer, disons, leur foyer. Et bien évidemment, il y a la cherté de la vie. Et comme nous sommes toujours une économie qui, malheureusement, il a une forte tendance à être dépendant des hydrocarbures, ça, c'est pas moi-même qui le signale, c'est les analystes internationaux. Donc, toujours, cette économie forte, on aimerait bien l'avoir. C'est bien. Mais dans les objectifs donc consignés ou tout simplement voulus par l'équipe actuelle, ils tiennent compte de ce que c'est comme les pays asiatiques par exemple, ce débat a été soulevé même sur la question des droits de l'homme, où ils essayent de privilégier la prospérité par rapport aux droits individuels. C'est une conception, c'est des débats philosophiques, alors qu'en réalité, le bien-être d'un individu ne résume pas uniquement à satisfaire son ventre. D'ailleurs, même dans la hiérarchie des besoins d'Abraham Maslow, on ne parle pas que des besoins purement celui de manger ou sexuel, etc. Il faut bien qu'il y ait à un moment donné, parce que nous avons des fonctions cognitives, nous avons d'autres besoins, il faut qu'une personne se sente en sécurité premièrement en Algérie. Et au jour d'aujourd'hui, avec le climat international et bien évidemment des nouvelles données politiques telles que le, le MAC maintenant, qui est une donnée politique, c'est clair. Il faut ajouter à toute forme d'analyse et bien évidemment les tentatives aussi maintenant de dénigrement de l'armée. En politique, il ne faut rien négliger d'ailleurs. Ceux qui font les sciences politiques et la géopolitique comprennent que le monde est un grand échiquier. Nous allons revenir nous allons revenir à cette question de l'armée, des campagnes, etc. Un instant, hein. Nous allons revenir à cette question. Azwa ou Chomaro, restons sur ce Conseil des ministres et cette hausse annoncée justement pour les retraités qui demeure un peu, enfin, par certains analystes bien sûr, qui voient ça modeste, à peine 10% pour les retraités touchant moins de 20 000 dinars et seulement 5% pour ceux percevant davantage. Azwaou, ces personnes justement retraitées ont travaillé toute leur vie. Est-ce que c'est un manque d'argent, donc du budget, ou manque de considération, se demandent beaucoup d'Algériens? Parce que quand on compare justement ces augmentations par rapport à l'allocation de chômage, il n'y a pas du tout à comparer. Vous savez, vous m'entendez, Hussein? Oui, oui, Je ne sais oui. pas si vous m'entendez. Oui, oui, très bien. 5 sur 5. Ah bah super, très bien. Vous savez, Hussein, c'est que les décisions
que prend Tebboune, c'est des décisions entre guillemets politiques pour ne pas dire personnelles. Alors que normalement, la décision d'augmenter les salaires devrait répondre à des règles économiques. C'est-à-dire qu'en économie, notamment en macroéconomie, on a des règles. Des règles, ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle les agrégats économiques, il y a des règles macroéconomiques qu'on doit, c'est-à-dire suivre, dans le sens où c'est vrai il y a un aspect politique, parce que, c'est-à-dire un aspect politique, social de la chose, c'est-à-dire que on ne voit pas que les chiffres, c'est-à-dire on est un dirigeant politique, il ne devrait pas être que comptable, c'est-à-dire que les chiffres, regardez les chiffres d'une manière froide, d'une manière un peu scientifique. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il est politique, c'est un politique, c'est-à-dire il doit prendre en considération c'est-à-dire l'aspect, le côté social, le côté politique de la chose, mais il faut également qu'il respecte le minimum syndical des règles économiques. Et quand je dis ça, c'est que normalement, dans un pays qui se respecte, les allocations chômage ou les pensions de retraite devraient être financées par un système de financement, c'est-à-dire un système d'autofinancement. C'est-à-dire que c'est la population active qui doit financer, que ce soit le chômage, que ce soit notamment les pensions de retraite. Alors, ces augmentations, je ne suis pas contre, c'est-à-dire que dans le sens où peut-être que les retraités devraient toucher plus que ça. Et je pense, c'est pas que peut-être, je le pense, parce que dans un système, dans un modèle économique tel que le nôtre, d'ailleurs, c'est pas un modèle, je ne peux pas le qualifier d'un modèle économique, parce que on navigue à vue, c'est généralement des politiques à court terme, des politiques à courte vue, où on décide selon les humeurs et on décide selon les aléas du moment. Euh, donc je disais que peut-être que ils auraient dû peut-être augmenter beaucoup plus que ça, ou les retraités devraient toucher beaucoup plus que ça. Si on était dans un pays de justice sociale, dans un pays de justice économique. Mais malheureusement, hélas, aujourd'hui, on voit que c'est une augmentation minime qui ne répond pas aux besoins réels, qui ne répond pas à l'inflation. Et je reviendrai là-dessus sur l'inflation. Donc, je finis juste par rapport à l'autofinancement de ce système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Tebboune, il a choisi un financement étatique par le budget de l'État. Ça veut dire qu'il doit y avoir un poste budget de l'État, c'est-à-dire que des recettes de l'État qui vont être allouées au financement des retraites. Alors que si on était dans un pays où la démographie, c'est-à-dire que la démographie, c'est-à-dire que l'échelle démographique est défavorable, à ce moment-là, on aurait pu accepter ça, c'est-à-dire que parce que ça s'explique par la démographie où la population active est moins importante, voire un peu plus importante que la population en retraite. Euh, mais dans notre cas, qui est l'Algérie, où la jeunesse représente la majorité de la population, on ne devrait pas avoir ce genre de problème où justement c'est un des problèmes les plus épineux pour les grandes puissances économiques mondiales, c'est-à-dire l'absence de la main-d'œuvre. Il y en a beaucoup qui recourent à l'immigration dans ce sens pour pallier à, à ce manque de main-d'œuvre. Il ne devrait pas exister en Algérie du moment qu'on est 70%, ils ont moins de 35 ans. C'est-à-dire qu'on devrait être en surplus et puis peut-être qu'il devrait y avoir c'est-à-dire deux actifs, voire trois actifs pour un retraité. Donc, ce qui nous mettrait dans une position largement favorable pour financer notre système de retraite. Malheureusement, comme le chômage, et d'ailleurs, selon même les chiffres que j'y crois pas, et puis qui sont biaisés, qui sont même erronés de la part de ce pouvoir, le taux de chômage est tellement élevé qu'on n'a pas la possibilité de financer, d'autofinancer, si vous voulez, les retraites. Donc, on recourt au budget de l'État, c'est-à-dire qu'on les prend d'un budget, alors que normalement, on devrait l'allouer, ce budget-là, on devrait l'allouer aux écoles, à l'école, à l'éducation nationale, à la santé ou ailleurs. Donc, je disais que le système de financement, il n'est pas
c'est-à-dire adéquat, et puis c'est pas pérenne, c'est-à-dire que ça répond à des moments, voilà, aux aléas du moment, mais ça répond pas d'une manière stratégique, ou ça veut dire que c'est pas une solution structurelle au dysfonctionnement au dysfonctionnement du système des retraites. Et puis je reviens sur l'inflation, je disais par rapport à l'inflation, cette augmentation ne va pas du tout couvrir l'inflation qui caractérise un peu notre pays, enfin les produits d'une manière générale, ou l'économie. C'est-à-dire que, un exemple terre à terre, c'est-à-dire que les inflations chez nous, à Houssine, elles sont rarement des inflations à 2-3%, voire 4, voire 5. Généralement, c'est des inflations à 2 chiffres et parfois à 3 chiffres, pour vous dire. C'est-à-dire parfois, le prix du produit double en l'espace de quelques temps, quelques jours, voire quelques semaines. Donc, quand vous augmentez de 5 à 10%, alors que la réalité des choses, c'est que les inflations, généralement, ils sont plus à 2, 3, donc je vous disais à 2 chiffres au minimum. Si on prend le prix, je sais pas, de la pomme de terre, une semaine, vous l'avez peut-être à 100 dinars, de 3-4 jours après, vous l'avez à 150 dinars. Donc, vous avez 50% d'augmentation. Vous voyez? Donc, ça ne peut pas couvrir un peu le... Et ça s'explique par plusieurs paramètres. C'est-à-dire que vous avez déjà, c'est-à-dire le non-contrôle du marché par l'État, parce qu'en réalité, il y a le parallèle, c'est-à-dire le marché parallèle, qui a pris le dessus sur le marché officiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché réel en Algérie, c'est le marché parallèle, c'est-à-dire c'est celui qui sort du circuit officiel. Et puis vous avez le manque de production, c'est-à-dire que généralement, la plupart de nos produits, on les importe, et quand on les importe, notamment avec l'inflation de l'euro, certainement, ça va se répercuter sur les prix des biens et services. Et puis, vous avez la spéculation, c'est-à-dire que comme c'est un marché difficilement contrôlé par l'État, donc les opérateurs économiques ont tendance à spéculer sur des produits. Et puis, vous avez un phénomène, c'est-à-dire que donc à l'annonce, à une rumeur de pénurie d'un produit, vous avez, ça veut dire, les gens qui achètent, qui essayent ça veut dire qu'ils, ça veut dire une espèce d'engouement vers un produit parce que par peur de pénurie. Donc, en fait, ça crée justement cette rumeur crée de la pénurie, et la pénurie crée justement, c'est-à-dire cette inflation. Donc, il y a tellement de paramètres qui font en sorte à ce que ces augmentations vont pas, si vous voulez, pallier au problème du pouvoir d'achat de la société, enfin des retraités ou oui. toutes les catégories socio-professionnelles. Et sur cette sur cette histoire, justement, beaucoup de nos concitoyens justement font la comparaison entre les deux décisions prises en l'espace d'une semaine, entre l'augmentation justement de l'allocation chômage et des retraités. Est-ce que parce que les retraités, Mohamed Mziane, il n'y a pas un risque qu'ils descendent dans la rue, c'est ça? Non, déjà, je vous ai dit, sur le plan macroéconomique, 5-10% ne valent rien du tout. Réellement, pour cette augmentation, c'est rien. Il y aura un impact indirect sur l'inflation. Azo a donné les éléments qui peuvent influencer l'inflation. Et par contre, d'une manière générale, vu que nous n'avons pas la maîtrise des chiffres, parce que les chiffres sont avancés par la banque centrale, qui donne ces chiffres aux institutions internationales. Les institutions internationales font des analyses et quand ils ont un manque de données, ils ont recours à des modèles mathématiques. Donc, quelque part, et malgré ceci, ils ont toujours parlé des réserves. Il faut faire attention à la gestion des réserves de change. Il faudrait être une économie qui n'est pas dépendante des hydrocarbures. Donc, c'est tout ça dont il faut prendre en considération. Et le reste, l'État, jusqu'à maintenant, et malheureusement, combien d'années après l'indépendance, et combien d'années que nous entendons la même rhétorique sur le marché informel, ce n'est pas encore maîtrisé. Non seulement sur les produits de consommation qui sont vendus,
mais aussi sur le fameux square, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que moi je considère réellement que 5-10% ne veulent rien dire réellement. Il ne faut pas trop s'alarmer. Et ça ne va pas améliorer le quotidien des retraités, parce que c'est des augmentations pratiquement infimes vu la non-stabilité des prix. Et tant qu'il n'y a pas des mesures, et en même temps, j'ai parlé tout à l'heure aussi, nous avons oublié un autre paramètre, c'est celui de, nous avons habitué la société algérienne à chaque fois qu'il y a des peurs, des craintes, d'instabilité, donc il y a des décisions politiques, on leur a donné, inculqué une mentalité de rentier. Regardez tous les pays qui se sont développés le, à travers différentes étapes historiques. La Chine, à un moment donné, ils ont appliqué l'autarcie. C'est une décision politique très très difficile qui conduit à des sacrifices, mais regardez le résultat. Et une population habituée à chaque fois qu'il y ait des contraintes d'ordre politique, des peurs du régime, on lui habitue à lui donner un peu plus pour un tout petit peu la calmer, la satisfaire, la rendre un tout petit peu joyeuse. C'est une société qui est foncièrement, qui attend, qui n'arrive pas à challenger le temps dans lequel nous vivons. Et ça ne crée pas des initiatives, ça crée pas ça pousse pas les gens à être créatifs, etc. Donc, un système rentier, une mentalité rentière ne peut pas engendrer une économie forte. De ce fait que nos dirigeants, justement par manque d'illégitimité premièrement, nous l'avons expliqué plusieurs fois, parce qu'aussi ils ont peur, et je dirais maintenant le contexte, on va en parler après, il y a de quoi, et ceci fait que toute décision politique doit être courageuse au contraire, et il y a des éléments pour rendre sa population, je dirais, plus à même à adopter les politiques, plus à même à s'engager dans le développement économique que les mesures qui sont prises actuellement, qui n'auront pas d'impact sur l'économie nationale. Au Merci. contraire, je dirais qu'avec le temps, nous allons voir à rebours ce qui va se passer. Toutes les décisions qui peuvent être prises maintenant, on ne va pas sentir l'impact négatif, mais d'ici quelques temps, l'équipe qui va prendre après le relais va sentir tout simplement l'impact négatif. Merci, Mohamed Mouziel. Azwaou Chemrouk. Alors, sur ce silence, Mohamed Azwaou, le silence du gouvernement sur plusieurs dossiers brûlants quand même ne passe pas inaperçu. Parmi les sujets justement évités, il y a notamment la rumeur de la présence de mercenaires, donc algériens, démontés par le ministère de la Défense, ainsi que la nouvelle provocation de Farhat Mhenni. Azwaou. Pourquoi les conseils de ministres ne se consacrent pas à ce genre de sujet? Ou alors ils n'ont pas droit. Bon, certes, c'est vrai que vous l'avez dit dans l'introduction à Hussein, la vidéo que vous avez passée tout à l'heure, c'est que l'organe en réalité décisionnaire en Algérie, c'est le conseil de défense. Le Haut Conseil de sécurité. Enfin, le conseil de sécurité. Oui. Mais en réalité, même le conseil de sécurité, je pense que même cette décision, avant de les prendre, c'est-à-dire en plénière, elle les a déjà prises, c'est-à-dire qu'entre Tebboune et Chengueleha en général, alors qu'après le conseil de sécurité, ça constitue une forme de formalisme un peu constitutionnel, si on peut dire. Et encore, c'est-à-dire que normalement, le Conseil de sécurité, c'est un organe consultatif, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas sortir avec des résolutions ou avec des décisions à l'issue justement de ce Conseil. Mais bon, il a transgressé toutes les lois, y compris la Constitution, notamment, on l'a vu en qualifiant le MAC et rachat d'organisations terroristes et notamment certaines personnalités de personnalités terroristes lors d'un conseil des ministres de sécurité, alors qu'il ne devrait pas le faire. C'est-à-dire que ce n'est pas le rôle du conseil de sécurité de qualifier, c'est plutôt le rôle de la justice dans un pays qui se respecte. Donc, certes que les décisions sont prises dans des conseils extra-constitutionnels,
Mais si je peux répondre à la question dans le sens pourquoi il n'en a pas parlé dans le Conseil des ministres, parce que le Conseil des ministres, il n'est pas, si vous voulez, entre guillemets, apte à délibérer ou à discuter de ces questions-là, parce qu'il y a une forme de mépris déjà de la part du président de la République à l'égard des ministres. Et il y a une forme de mépris de chefs d'état-major et des généraux à l'égard du gouvernement et du Parlement. On le voit, c'est-à-dire qu'un général, dans une dictature, un général, il peut pas discuter avec un ministre de la sécurité, si vous voulez, ou déjà le président de la République, c'est parce qu'il a tous les pouvoirs, mais il ne peut pas le discuter. Parce qu'il y a une forme de mépris. D'ailleurs, on le voit dans de certaines ordonnances que Tebboune avait promulguées pour interdire au Parlement de discuter de certaines questions, notamment Oui. celles relatives aux affaires étrangères, à la défense, parce que les généraux se voient mal d'être auditionnés par les parlementaires. Vous voyez, donc il y a parce que c'est une dictature, donc il n'y a pas de légitimité populaire. Donc il y a cet aspect-là de mépris à l'égard du Conseil des ministres qui normalement est censé être c'est-à-dire un organe délibératoire, c'est-à-dire que celui qui délibère, celui qui décide et sort avec des décisions, on le voit ça. Et puis après, il y a sur les questions en elles-mêmes, c'est-à-dire que peut-être qu'ils ne veulent pas donner une importance à cet événement, notamment celui de la proclamation du MAC de l'indépendance de la Kabylie. Ils ne voulaient pas lui donner c'est-à-dire l'importance qui n'a pas. Donc, c'est-à-dire que si on parle au niveau du Conseil des ministres, ça veut dire que ça constitue une menace, une véritable menace. Donc c'est un message que le pouvoir ou Tebboune aurait à envoyer dans le sens de dire que c'est véritablement une menace à l'unité nationale. Bon, c'est vrai que c'est une menace, il la qualifie selon eux comme une menace terroriste, mais ce n'est pas une menace existentielle. Bon, parce que si on parle au niveau des conseils des ministres, alors le MAC deviendrait une menace existentielle. Donc à ce moment-là, on aurait donné une importance au MAC qui n'est pas la sienne selon ce pouvoir. Et puis, vous avez parlé des mercenaires au niveau du Sahel. Ça, j'ai vu un communiqué de la part du ministère de la Défense, qui en a parlé, je Oui. pense, de ça hier, sur justement, il a démenti, comme vous l'avez dit, Hussein, justement ces allégations, ces allégations. Après, j'ai quelque chose, j'ai quand même mon avis là-dessus. Euh, certes, l'Algérie, normalement, il devrait pas, c'est-à-dire dans le sens justifier, si j'étais au pouvoir, si j'étais légitime, bien évidemment, il ne devrait pas justifier. C'est-à-dire que s'il a à intervenir dans les pays du Sahel, il doit intervenir avec l'armée régalienne. Je ne suis pas interventionniste ou impérialiste dans le sens où j'envahis mes voisins, bien au contraire. Mais quand il s'agit de ma sécurité nationale, quand il s'agit de mon espace stratégique, parce qu'il faut qu'on le rappelle, c'est que l'espace stratégique d'un pays à Hussein ne s'arrête pas au niveau des frontières. C'est-à-dire l'espace stratégique, ou ce qu'on appelle la profondeur Et pourquoi stratégique, se justifier elle va. alors? Justement, je ne sais pas pourquoi je justifiais, parce qu'en fait, c'est que pour dire, parce que si vous voulez, dans la doctrine militaire algérienne ou politique algérienne, pas d'interventionnisme, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas, l'armée algérienne, elle est là pour défendre les frontières algériennes, c'est sacré. Oui. Donc on n'intervient pas au-delà de nos frontières. Mais donc c'est pour ça, je pense que pour dire que l'armée algérienne est d'ailleurs, parce que surtout le pouvoir a toujours basé son discours de non-ingérence des pays et des puissances dans les affaires internes. C'est-à-dire en réalité, c'est pour que ce pouvoir fasse ce qu'il veut à l'intérieur de pays, personne ne le dérange. Donc il se cache derrière ce principe, si vous voulez, du droit international de non-ingérence des affaires internes des pays, pour qu'il fasse ce qu'il veut un peu. Donc ça serait quand même illogique, ça serait quand même paradoxal que le pouvoir, enfin l'État algérien ou le gouvernement algérien ou l'armée algérienne interviennent dans ces pays-là, alors que eux-mêmes, ils n'acceptent pas pour eux-mêmes ce qu'ils vont faire pour autrui. Mais je disais, moi, honnêtement, c'est-à-dire que si j'étais légitime, parce que si on est légitime, donc quand on a une menace dans nos frontières, parce que le terrorisme, si vous voulez, il n'a pas de frontières. Donc, si on a une menace, si vous avez une menace
aux alentours enfin, aux alentours, enfin, dans vos frontières, vous devez le combattre parce que la menace terroriste, elle n'a pas de frontières, comme je disais. Donc, ça constitue une menace quand même parfois existentielle à votre nation. Donc, moi, j'ai pas de complexe j'ai pas de complexe à dire que l'Algérie devrait ou doit défendre ses intérêts ou c'est-à-dire son intégrité territoriale ou combattre les menaces qui guettent un Merci. peu son existence. Il y a pas de, mais comme le pouvoir, comme je vous disais, il est illégitime et doit se cacher derrière un discours, enfin, il doit dire que on est fidèle à notre discours de l'ingérence dans les pays, enfin, dans les autres pays. Merci Azwa. Mohamed Damzian, entre la campagne médiatique accusant l'armée et la nouvelle déclaration de Farhat Mehni, beaucoup espéraient un débat clair, une position ferme, un signe de cohérence. Rien de tout cela, Mohamed Damzian, ne s'est produit. Pourquoi? Et pourquoi justement certains se posent une question là aujourd'hui? Parce que je rappelle qu'Abdelmajid Tebboune a accordé sa grâce donc présidentielle à Mohamed Lamine Belrit. Le communiqué de la présidence donc, enfin, lui donne même pas le titre de professeur et on y lit bien Al-Med'ou Belrit. Mohamed Damzian. Bien. Premièrement, je vais répondre à votre question par un petit rappel d'histoire. Pour que l'Allemagne nazie intervienne en Pologne, c'est-à-dire agresse la Pologne pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des tuniques polonaises, soi-disant attaquant des Allemands, et l'Allemagne a utilisé ceci comme alibi et elle est rentrée directement en Pologne. Voilà. C'est pour vous dire que la manipulation est aussi vieille que le monde. L'ingénierie sociale n'a pas existé des temps modernes, elle n'a pas été qualifiée par ingénierie sociale, mais a été employée sciemment dans les civilisations antiques. Celle la plus, on peut citer par exemple l'une d'elles, c'est la civilisation, si vous voulez, Rome, avec Néron et, par exemple, ou Caligula. On trouve aussi une ingénierie sociale. Donc il y a trop de méthodes qui existaient. Et bien sûr, à l'époque moderne, avec l'intervention de la science et l'étude du cerveau, etc., de la manipulation, donc les choses ont évolué. Comment que les décisions se prennent? Certainement qu'il y a un tandem chez Ngrihat-Tebboune, c'est clair. Nous avons un système où les luttes claniques existent. Et bien sûr, c'est pour ça qu'on trouve des informations qui circulent, qui arrivent à des influenceurs, etc. Mais n'empêche qu'il y a des spin doctors. Des spin doctors qui aident à la décision, il ne faut pas le négliger. Est-ce qu'ils ont tout le temps raison? Je ne pense pas, parce que nous avons vu le recul de notre diplomatie et aussi des erreurs stratégiques. Donc, quelque part, déjà à ce niveau, il y a un problème. Maintenant, revenons à la question de la déclaration d'indépendance, qui est une déclaration, rappelons, symbolique. C'est une donnée politique, il ne faut pas lui donner plus d'importance, d'autant plus que le panel d'invités qui était, d'ailleurs hier, ça a été transmis en direct. Pour ma part, j'ai utilisé un canal qui est MAC Sharqawi, donc qui passait son temps à insulter incroyablement. Et bien sûr, il retransmettait la diffusion de l'événement. Je tiens juste, comme je l'ai fait hier dans un plateau, à donner juste un petit aperçu, si vous voulez, pour vous aider à comprendre aussi ce phénomène. Par exemple, un invité qui s'appelle, regardez bien, Yann Bali, de Chrétienté Solidarité. Il donne la superficie de la Kabylie ancestrale, avec précision encore, 32 486 km². Il a parlé de notre indépendance comme étant une indépendance bâclée. Il a rappelé que la déclaration d'indépendance américaine a vu le jour en France en 1776. Il a parlé même, il a comparé donc Dihya, qui, je rappelle, Chewi, à Jeanne d'Arc. Et et bien sûr, il y a aussi un Israélien qui, selon lui, c'est Laurent Kodovis qui a déclaré « Je suis venu seul, mais il y a beaucoup qui sont derrière moi ».
Donc, ça, c'est juste des exemples. En tout cas, c'est retransmis, c'est encore diffusé aujourd'hui. Il y a pas mal aussi qui ont essayé de recouper, etc. Donc, c'est facile à retrouver sur Internet. Donc, pourquoi je dis que c'est un événement pour l'instant qui semble ne pas quelque chose de grandiose. C'est pour ça que je trouve que le silence est important. Et comme j'appelle l'opposition à être une opposition responsable, je les invite à lire l'histoire parce que parmi l'opposition, j'ai remarqué qu'il y a des marchands de l'émotion. Au lieu d'être responsable, de ne pas être populiste, d'être rationnel, de comprendre l'histoire parce qu'ils ont une lacune atroce dans la lecture de l'histoire, ils pensent que c'est en galvanisant le peuple algérien qu'ils font de l'opposition et ils s'amusent à parler dans des plateaux cogitant gauche-droite. Or, il faut être responsable. Nous sommes contre le régime, certes, nous n'accepterons pas que ce régime continue. Notre rôle en tant qu'opposition, c'est non seulement d'alerter, mais de travailler sur le terrain, s'il y a vraiment du militantisme. Où sont ces initiatives? Parmi beaucoup d'oppositions, du moins que je connais, ils n'ont jamais initié aucune initiative de leur vie. Ils viennent récupérer des mouvements. C'est tout ce qu'ils font. Et là, on se pose des questions. Quel est leur objectif? La situation sécuritaire est un fait. Il y a un problème. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un monde dangereux. Ne pas considérer que c'est un monde dangereux et ne pas connaître l'histoire des sociétés, l'histoire des États, comment ils arrivent à prendre la puissance et à descendre, quelles sont les interactions, ça veut dire que la personne doit cesser de faire de la politique, vaut mieux que de détruire tout simplement le peu qui existe. Ceci est entre guillemets. Maintenant, pour parler de la situation réelle, si vous voulez, on ne peut pas parler de la situation réelle, mais les enjeux sont importants. Il y a une synchronisation, si vous avez compris. Les erreurs du régime, telles que Christophe Glaise et l'argumentation utilisée pour justifier son arrestation avec une argumentation banale, confortent l'idée que les spin doctors, ou du moins ceux qui prennent des décisions, sont en train de jouer à un jeu vraiment qui n'a aucun sens. Parce qu'on peut avoir un contact avec un membre du MAC, de sa propre famille. Malgré ceci, ils interviennent. Pourquoi? Même des personnes ont des personnes à l'intérieur de leur famille qui sont du MAC. Est-ce que c'est censé? Alors que Christophe Glaise, c'est un journaliste, il peut avoir contact avec Benyamin Netanyahou s'il veut, avec le président d'un club de foot qui est pro-sioniste. C'est un journaliste. On ne peut pas lui reprocher ceci. On ne peut pas lui dire que c'est vous la cause de la destruction de l'Algérie ou de la Kabylie. Ça, c'est un argument fallacieux. Et c'est pour ça tellement il y a de ce genre de décisions qui ne peuvent pas être acceptées par n'importe qui, qu'il y a des erreurs, il y a une diabolisation du régime algérien, mais ceux qui veulent tirer contre l'Algérie, ils tirent profit de la faiblesse de ce régime, de sa fébrilité, de ses erreurs stratégiques pour tirer sur l'Algérie. Qu'on le veuille ou pas. Il y a eu toujours des think tanks à travers le monde qui ont voulu diviser la Russie, qui ont travaillé sur comment obtenir des richesses un peu partout dans les pays du monde. C'est un monde où la puissance est à acquérir. Les nouvelles technologies ont besoin de terres rares, ils ont besoin de ressources. C'est tout à fait normal de viser dans leur tête. Je ne suis pas en train de justifier. Dans leur tête, dans leur calcul, dans leur réel politique, ils doivent coûte que coûte s'acquérir des richesses par des leviers. Quitte à ce qu'un pays fasse des concessions énormes et les multinationales profitent, quitte tout simplement, s'ils pensent qu'il est temps que ce pays doit être scindé, ils le font, bien sûr, avec des calculs. Est-ce que quand ils vont intervenir, le flux migratoire ne va pas perturber l'économie, par exemple, mondiale? Mais s'il y a, par exemple, une perturbation, s'il y a un continent ou des pays qui vont être perturbés, c'est bien l'Europe. Et c'est pour ça que j'ai dit dans l'une de mes interventions, si les Russes et les Américains sentent que l'Europe est à sacrifier, ben écoutez, n'empêche que même s'il y a une déstabilisation importante de l'Algérie, ça ne va pas vraiment les déranger. Et c'est pour ça que le régime algérien, avec toutes les erreurs que nous avons énoncées dans plusieurs émissions sur le plan de sa gestion de l'affaire sécuritaire et surtout de ses relations avec le Mali, de comment il a géré de sa laxisme dans la question libyenne, et bien sûr de cette crise qui dure avec la France. Et malheureusement, j'insiste sur le fait qu'il y a une aile du pouvoir algérien. Si vous voulez, même des spin docteurs qui veulent que cette crise persiste alors que c'est une grave, grave erreur. Maintenant, est-ce que la France ne peut pas être un allié stratégique pour qu'on puisse
faire un allié d'une manière réelle, efficace pour sécuriser effectivement pas nos frontières, mais qui puisse travailler avec nous sur la question du terrorisme au Sahel, parce que nous avons des intérêts communs. Du moins, je peux me tromper. Disons, où est donc cet allié puissant qui pourrait travailler avec l'Algérie parce que la lutte antiterroriste est coûteuse, j'ai donné des chiffres dans une autre émission, pour qu'on puisse travailler main en main d'une manière sérieuse et stratégique sur la question du terrorisme. Merci, Mohamed Mziane, يعطيك الصحة. أزواو شمروك, un dernier mot. Un dernier mot à Hossein. Effectivement, je voulais justement parler un peu de ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire pour la déclaration, la proclamation du MAC enfin, pour l'indépendance de la Kabylie. Contrairement à certains qui un peu minimisent un peu l'événement, certes, c'est un événement symbolique, et puis, mais il faut savoir une chose, c'est que c'est un événement qui est quand même très frappant. Parce que il faut se dire une chose, pourquoi le MAC a décidé de la proclamation de l'indépendance? Pourquoi à ce moment-là exactement? Je pense qu'il l'a fait, c'est parce que, si vous voulez, Tebboune et Chengueleha ont permis ça. Alors que à l'extérieur, d'ailleurs, c'est un peu le bilan de Tebboune depuis 6 ans maintenant, c'est que il a tout interdit à l'intérieur, il s'est tout permis à l'intérieur, mais à l'extérieur, tout le monde se permet l'Algérie. On l'a vu sur plusieurs questions. Donc, si on peut dire que Tebboune est le meilleur ennemi de tous ceux qui s'opposent à l'Algérie. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut passer son agenda, c'est le meilleur moment, malheureusement. Et y compris que le MAC veut passer son agenda, même si c'est symbolique. Mais il faut savoir une chose, c'est que dans notre pays, à Hussein, il n'y a pas de, on n'a pas de, si vous voulez, de mécanisme ou d'outils de sondage de la société algérienne. Il n'y a jamais eu de vote libre, indépendant. Il n'y a pas de sondage. Il n'y a pas de liberté d'expression. Et je pense que, vu la réaction de certains relais du pouvoir, notamment à cette proclamation, on l'a vu, médiatique, un peu partout, je pense qu'il y a quand même quelque chose à s'inquiéter. Dans le sens, certes, en l'absence d'outils politiques pour, ça veut dire un peu sonder ce que représente le MAC en Kabylie, il y a les rapports des renseignements, certainement. Les rapports des renseignements, je pense qu'ils sont tellement inquiétants que le pouvoir a décidé d'instruire un peu ses relais pour un peu contrecarrer, c'est-à-dire cette proclamation du MAC, parce que si c'était pas aussi inquiétant, je pense pas que les relais du pouvoir auraient fait tout ce tapage médiatique, c'est-à-dire suite à cet événement. Et puis, il faut savoir, sous les dictatures à Hussein, c'est qu'il y a toujours des monstres qui se cachent. Parce qu'avec la répression, avec, ça veut dire, l'opacité qui règne, c'est-à-dire avec, c'est-à-dire si vous voulez, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de représentativité, pardon, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de sondage, il y a pas de, on ne sait pas, c'est-à-dire le poids réel de chaque composition politique ou chaque idéologie ou chaque courant politique dans la société. Souvent, sous cette dictature, il y a toujours un monstre qui se cache. On l'a vu avec le terrorisme islamiste à Hussein, c'est-à-dire qui a surgi pendant les années 90 pour dire que ce qui se cachait derrière la dictature depuis 62. Donc, il ne faut pas sous-estimer cet événement. Et je pense que pour combattre le MAC, l'argument qui tient la route à Hussein, je pense que c'est l'argument idéologique, dans le sens où, parce qu'on peut avancer tous les arguments et il y a des contre-arguments pour. Mais l'argument. Malheureusement, nous allons y revenir dans la semaine, Azwaou, à cette question. Merci Azwaou Chemrouk, merci Mohamed Mziane Rahmoun, merci à vous toutes. Mohamed Mziane, oui, Mohamed Mziane, 30 secondes. Je salue Azwaou, j'ai oublié de le saluer, j'ai été pris par l'élan de parler, qu'il m'en excuse. Merci, يعطيك الصحة. Merci donc à vous toutes et à tous. قيمة ديالنا, à demain, Inch'Allah.